Bienvenue dans cette capsule d'information sur le cadre juridique de la gestion du barrage Jules Allard. Il y sera question de diverses obligations légales du responsable du barrage. Pour en savoir davantage sur le cadre légal de la gestion des barrages, vous pouvez consulter également la capsule générale à ce sujet, disponible sur le site internet. Dans le Haut-Saint-François, on retrouve 3 barrages dont la gestion est interdépendante. Le barrage Jules Allard se situe à l'embouchure du Grand Lac Saint-François. Il a une capacité de retenue de 739 millions de mètres cubes d'eau. Ce barrage est géré par la Direction générale des barrages du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le barrage Elmer est, lui, situé à l'embouchure du lac Elmer. Il a une capacité de retenue d'eau de 215 millions de mètres cubes. Il est aussi géré par la Direction générale des barrages. Plus particulièrement, le barrage Jules Allard, de par son envergure et la quantité d'eau retenue, est catégorisé comme un barrage dit de forte contenance. C'est un barrage de type béton-gravité, c'est-à-dire un barrage en béton dont la stabilité est assurée par le poids même de l'ouvrage. Le barrage Jules Allard, historiquement utilisé pour le transport du bois, gère aujourd'hui les niveaux d'eau pour contrôler les inondations, assurer les activités récréatives et de villégiature en été, et approvisionner en eau les centrales hydroélectriques en aval, dont celle de Wheadon. Le niveau de conséquence d'une rupture du barrage pour la population et les infrastructures est évalué comme très important, ce qui signifie qu'en cas de rupture du barrage, les conséquences seraient très lourdes pour les municipalités situées en aval. En tant que barrage de forte contenance, il est assujetti à la loi sur la sécurité des barrages. Cette catégorie de barrages entraîne plusieurs obligations légales puisqu'il représente un plus grand risque pour la sécurité publique. Selon cette loi, le gestionnaire du barrage, dans notre cas ici la Direction générale des barrages, a plusieurs obligations dont obtenir une autorisation du ministère de l'Environnement du Québec avant toute construction, modification, démolition ou changement d'utilisation du barrage. Assurer la surveillance et l'entretien de l'ouvrage. Ces obligations se traduisent par des visites de reconnaissance qui dressent l'état sommaire du barrage et des inspections qui visent l'état de l'ouvrage. Le barrage Jules Allard étant de classe A, 12 visites de reconnaissance par année sont requises et une inspection par année. Le ministère doit également prendre les mesures nécessaires en cas de situation compromettant la sécurité du barrage. Il doit également faire une étude de sécurité du barrage par un ingénieur. La dernière vérification du barrage Jules Allard date de 2016 et la prochaine sera prévue en 2026, soit 10 ans plus tard, comme le prescrit le règlement sur la sécurité des barrages. Le ministère doit également produire un plan de mesures d'urgence indiquant les mesures qu'elle prendra en cas de rupture du barrage afin de protéger la population et les biens. Ce plan est révisé à chaque évaluation de la sécurité du barrage. Il doit également tenir à jour un registre qui énumère toutes les actions posées et les événements importants en lien avec les sécurités du barrage. Enfin, il doit produire un plan de gestion des eaux retenues. Ce plan vise à guider le gestionnaire dans ses opérations et le plan de gestion doit donc être mis à jour continuellement et révisé périodiquement. Le contenu du plan de gestion est établi par le règlement sur la sécurité des barrages et doit contenir plusieurs éléments liés à la sécurité des personnes et des biens. Le plan est révisé lorsqu'une évaluation de sécurité a lieu ou encore lorsque la structure du barrage ou son utilisation doit être modifiée. Le plan de gestion du barrage n'est pas accessible pour le public. Toutefois, le plan de gestion du Grand Lac Saint-François a été présenté en détail par le ministère de l'Environnement à l'Association du lac Elmer en 2018 et avait également fait l'objet d'un article scientifique en 2007 dans une perspective d'adaptation au changement climatique qui est disponible sur notre site internet. Le graphique présenté ici donne un suivi annuel des niveaux d'eau en 2017 et 2018. Il indique également les cibles saisonnières du plan de gestion. Donc, au printemps, le niveau est ajusté pour le contrôle des inondations à Wheadon et le remplissage se fait progressivement pour atteindre le niveau estival, ciblé à 289,2 mètres. Le niveau d'eau est également ajusté pour inonder tôt au printemps les frayères à poissons et garantir leur reproduction. Pour aider au contrôle des inondations à Wheadon et remplir le réservoir pour l'été, le débit du barrage est diminué à partir de la fin mars et début mai. Le niveau de l'eau en amont du barrage remonte avec l'apport de la fonte des neiges au printemps, avec une réserve de crue possible entre 289,57 et 290,18 mètres. Pour la saison estivale, la cible pour le niveau d'eau est de 289,2 mètres de mai à septembre et va permettre les activités récréotouristiques comme la baignade, la pêche ou la navigation.
À l'automne, le ministère de l'Environnement ouvre les vannes à partir du début décembre pour alimenter les barrages électriques en aval. Enfin, durant la période hivernale, de janvier à mars, le niveau de l'eau du Grand Lac Saint-François, qui a diminué en moyenne de 5 à 7 mètres, permet d'aider à contrôler les inondations de Weedon en retenue d'eau dans le réservoir. La cote maximale d'exploitation du barrage Jules Allard est fixée à 290,18 mètres. Cette limite est importante à connaître, car si l'on regarde où se situe cette côte sur une partie des rives du Grand Lac Saint-François, on remarque que cette ligne peut atteindre à certains endroits des habitations, en cas d'atteinte et de dépassement de la cote d'exploitation maximale. Il est important également de connaître qu'il existe une cote de sécurité ou le niveau maximal critique pour un barrage. Il correspond au niveau maximal que peut atteindre l'eau sans risquer la rupture du barrage. Pour le Jules Allard, la cote de sécurité est de 291 mètres. Si l'on reprend notre exemple, dans le cas d'un tel événement, de nombreux terrains et habitations pourraient être sévèrement touchés. Nous avons compilé les relevés des niveaux d'eau historiques pris à l'embouchure du barrage Jules Allard depuis 1972 jusqu'à 2013. Sur le graphique, il est indiqué la cote maximale d'exploitation fixée à 290,18 mètres et la cote de sécurité du barrage à 291 mètres. En bleu, nous avons les niveaux d'eau entre 1972 et 1989 et en vert, nous avons les niveaux d'eau entre 1990 et 2013. Nous n'avons pas de données au-delà de 2013 ni avant 1972. Il est intéressant de noter qu'après 1990, les niveaux d'eau en hiver et au début du printemps ont changé par rapport à la période avant 1989, avec une différence de près d'1 mètre entre les deux périodes. Enfin, nous avons remarqué que les niveaux maximaux d'exploitation et de sécurité n'ont jamais été atteints par le passé. Le ministère de l'Environnement n'est pas tenu par la loi d'adapter son plan de gestion aux enjeux locaux s'ils ne sont pas une question de la sécurité des personnes et des biens. Cependant, les niveaux d'eau ont été ajustés afin de tenir compte de la population du Doré jaune en augmentant plus tôt les niveaux d'eau au printemps. À l'hiver 2021, à la demande de l'association du lac Elmer, le ministère a baissé d'1 mètre supplémentaire le niveau d'eau du lac Elmer afin de freiner la prolifération du myriophile et épi. La politique de débit réservé écologique pour la protection du poisson et de ses habitats, supervisée par le MFFP, fixe un débit minimum pour maintenir les habitats du poisson à un niveau acceptable. Elle fixe ainsi un débit minimal qui doit être maintenu en tout temps pour le barrage Jules Allard. Le débit ici est fixé à 5 mètres cubes, cependant nous ne connaissons pas les critères du calcul pour ce débit. Lors de la réfection du barrage, le gestionnaire a l'obligation d'obtenir plusieurs autorisations ministérielles. Des conditions concernant la gestion du barrage peuvent être associées à la délivrance de ces autorisations. Certaines obligations du ministère de l'Environnement découlent de contrats conclus récemment ou dans le passé. Ces contrats peuvent contenir des clauses particulières associées à la vente du barrage et des servitudes d'inondation. Nous verrons ces obligations par ordre chronologique pour en faciliter la compréhension. La servitude d'inondation est un acte juridique qui impose à une propriété en faveur d'une autre l'obligation de supporter des inondations en tout temps jusqu'à un certain niveau d'eau qui est défini dans un acte notarié. Parmi les riverains ayant participé au questionnaire, 64% affirmaient ne pas avoir de servitude d'inondation associée à leur lot, 32% disaient avoir une telle servitude et 4% n'avaient pas connaissance de l'existence ou non d'une telle servitude sur leur terrain. Le barrage Jules Allard a été construit pour la première fois en 1890. Lors de sa reconstruction entre 1915 et 1917, le niveau de l'eau en amont a augmenté significativement et les lots riverains situés au sud du lac ont été immergés en partie. Cela a donné lieu à une indemnisation financière pour les propriétaires en échange d'une servitude d'inondation sur leur terrain au bénéfice de la Commission des eaux courantes. Ces lots couvraient un vaste territoire à l'époque. Ils ont été divisés avec le temps et revendus à plusieurs propriétaires. Cependant, les servitudes originelles ont rarement été reprises dans les actes de vente des lots subdivisés, ce qui aurait dû être pourtant le cas. Le 12 novembre 1920, la Commission des eaux courantes du Québec achète en bloc tous les barrages, terrains et servitudes de la région appartenant à la Brompton Pulp and Paper Company en prévision de la construction d'un nouveau barrage à l'exutoire du Grand Lac Saint-François. Le territoire couvert par cet acte touche les différents cantons du Grand Lac Saint-François et du lac Elmer, soit le canton de Bryce, Coleraine, Lambton, Stratford, Winslow et Garby.
L'acte mentionne également que la construction du barrage occasionnera le rehaussement du lac Saint-François de 15 pieds, soit environ 4 mètres, ce qui provoquera l'inondation d'une partie de certains terrains riverains. L'acquisition des servitudes grévant ces terrains est alors nécessaire pour limiter la responsabilité de la Commission pour les dommages à la propriété lors de la hausse du niveau d'eau. La Commission acquiert par conséquent une servitude d'inondation sur tous les terrains de la Brompton Pulp and Paper Company. Elle est à l'effet que la Commission des eaux courantes peut faire monter l'eau du Grand Lac Saint-François et ses tributaires à la hauteur jugée utile en tout temps. La Commission acquiert également toutes les servitudes d'inondation grévées au bénéfice de la Brompton Pulp and Paper Company sur des terrains riverains du Grand Lac Saint-François et sur ses rivières tributaires. La Commission achète toutes les chaussées et barrages appartenant jusqu'alors à la compagnie, laquelle dégage toute responsabilité la Commission face à d'éventuels dommages qu'elle subirait sur les rives. Toutefois, la compagnie Brompton Pulp and Paper peut continuer à faire flotter ses bois gratuitement sur les eaux rehaussées. Il est intéressant de voir que le gouvernement avait autorisé le 12 août 1915 à la Commission des eaux courantes à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous les barrages et terrains nécessaires aux travaux de construction du nouveau barrage. L'expropriation n'a pas été nécessaire puisqu'à l'issue d'un arbitrage, la vente a été conclue pour 144 465 $ et recommandée par le ministère des Terres et Forêts, Jules Allard. Dans plusieurs actes de vente du début du siècle, il est précisé que la servitude d'inondation s'étend de la ligne des hautes eaux ou basses eaux, selon les documents, jusqu'à un niveau de 127 pieds. Ce niveau était déterminé par les ingénieurs de la Commission des eaux courantes en faisant référence à un plan. Cependant, nous ignorons à quoi correspond exactement cette hauteur, ni comment cette dernière a été déterminée. Nous n'avons pas accès à ce jour au plan indiqué dans les documents. En 2018, la rénovation cadastrale a révélé plusieurs anomalies, soit au niveau des propriétés de certains lots riverains, où les servitudes d'inondation n'apparaissent plus sur les actes notariés. Le gouvernement a alors procédé à la consolidation de ses droits de servitude sur ces lots riverains et a offert le rachat de certains terrains lots riverains aux résidents des lots adjacents. Plusieurs propriétaires du Grand Lac Saint-François et du lac Elmer ont racheté, pour une somme modique, la partie du lot riverain qui appartenait à l'origine au gouvernement, donc soit au début à la Commission des eaux courantes, et grévé cette partie d'une servitude d'inondation. Nous avons ici un exemple de terrain riverain dans la municipalité de Lambton où les petites sections riveraines montrées par les flèches représentent les portions qui ont été achetées par la Commission des eaux courantes au début du XXe siècle, à l'insu parfois des propriétaires actuels des lots adjacents. Ces sections riveraines ont été récemment vendues aux propriétaires de deuxième couronne, soit les propriétaires adjacents, afin qu'ils puissent devenir propriétaires légalement du terrain, allant jusqu'au bord de l'eau. Dans un acte de vente type de 2020, entre le ministère des Ressources naturelles et un propriétaire de deuxième couronne, on peut voir que ces sections riveraines ont été grevées d'une servitude perpétuelle d'inondation. Nous avons également noté l'évolution dans le libellé des servitudes d'inondation qui inclut aujourd'hui un droit d'inondation, d'érosion, d'infiltration des eaux et de refoulement des glaces, contrairement aux servitudes plus anciennes qui ne visaient que les inondations. Aucune hauteur maximale n'y est cependant précisée. La responsabilité du gouvernement se limite enfin à gérer son barrage selon les règles de l'art, qui sont généralement déterminées par les tribunaux. Il est précisé aussi qu'aucun recours ne peut être exercé par le propriétaire riverain dont la propriété est grevée d'une telle servitude. Dans le même acte, il est noté aussi que la section riveraine a été acquise par la Commission des eaux courantes en 1917 et dont les actifs relèvent aujourd'hui du ministère de l'Environnement. Ce dernier a transféré son droit au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, et dans le cas précis de M. Garand avait vendu le 6 mars 1917 la partie riveraine de sa propriété pour une somme substantielle à l'époque, soit 1950 $. Sa propriété était déjà grevée d'une servitude d'inondation en faveur de la Brompton Pulp and Paper Company, et en vendant son terrain riverain, M. Garand conservait néanmoins la jouissance des lieux. Pour le chemin du barrage et le chemin des Serres, au nord du Grand Lac Saint-François, la situation est un peu différente. Les lots appartenaient au gouvernement du Québec et ont été loués à des particuliers pour des fins de villégiature. Puis, entre 1960 et 1980, les lots ont été concédés aux locataires avec certaines conditions,
comme le montre cette lettre patente datant de 1983 pour la concession d'un des lots riverains par le gouvernement à un résident et qui stipule que les lots sont octroyés par des fins de villégiature et que la construction de chalets autres que celui présent est interdite. Une autre condition est à l'effet que le nouveau concessionnaire devra accepter les dommages qui pourraient être causés par le barrage. Cette clause limitative de responsabilité ne constitue pas cependant une servitude d'inondation. Pour terminer, voici un tableau résumant les obligations légales du gestionnaire, ici le ministère de l'Environnement. En plus des obligations précisées, le gestionnaire doit également respecter les obligations générales de tout gestionnaire de barrage que vous pouvez consulter dans la capsule du cadre juridique général de la gestion des barrages réservoirs du Québec. Le projet Acclimatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations sur le sujet, nous vous invitons à naviguer sur notre site web et à consulter les différentes capsules d'informations qui s'y trouvent. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires en nous écrivant à l'adresse acclimaton.nous@usherbrooke.ca. Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site web ou en personne. En cliquant ici, vous pouvez enfin accéder directement à la capsule sur le cadre juridique général de la gestion des barrages réservoirs du Québec.